Sommes-nous sur le point, en France, de basculer dans un système de surveillance des citoyens à la chinoise? Une population sous le regard permanent des caméras, où l'intelligence artificielle donne les moyens de contrôler les moindres faits et gestes de tout le monde. En Chine, la surveillance digitale est synonyme d'un contrôle total. Grâce au big data, ils peuvent prendre rapidement des mesures pour contrôler une population. Ceux qui ne respectent pas les règles sont sanctionnés et parfois humiliés, comme dans ce cinéma où leurs photos sont affichées. Le tout entre les mains d'une police surpuissante avec des pertes de liberté publiques inédites. Pour Félix Tréguer, chercheur associé au Centre Internet et Société du CNRS, la question se pose. Entre les drones, les logiciels prédictifs, la vidéosurveillance algorithmique ou encore la reconnaissance faciale, le recours aux dernières technologies de contrôle se banalise au sein de la police. Loin de juguler la criminalité, selon lui, toutes ces innovations contribueraient en réalité à amplifier la violence d'État. De l'industrie de la sécurité aux arcanes du ministère de l'Intérieur, de la CNIL aux véhicules de l'officier en patrouille, son dernier livre, Technopolis, retrace les liens qu'entretient l'hégémonie technosolutionniste avec la dérive autoritaire en cours. Sur la reconnaissance faciale, on va y venir, c'est incontournable. Alors que se passe-t-il du côté des nouvelles technologies et de la police très concrètement? Sommes-nous réellement en train de perdre des libertés fondamentales? Quelle est la position du gouvernement actuel sur le sujet? Réponse tout de suite dans cette nouvelle émission pour Blast. Félix Tréguer, bonjour. Vous êtes chercheur associé au Centre Internet et Société du CNRS. Vous êtes également membre de la Quadrature du Net, un collectif dédié à la défense des droits humains face au processus d'informatisation. Et vous êtes l'auteur de Contre-histoire d'Internet, du XVe siècle à nos jours, aux éditions Agone 2023. Et de ce livre, Technopolis, la surveillance policière à l'ère de l'intelligence artificielle aux éditions Divergence. Avant qu'on aille plus loin, expliquez-nous pourquoi vous avez choisi ce terme Technopolis et qu'est-ce que ça veut dire, Technopolis? Technopolis, c'est un néologisme qu'a trouvé une amie au début de la campagne qu'on a menée depuis 5 ans à la Quadrature du Net en lien avec plein de collectifs locaux et au niveau national avec des orgas comme la Ligue des droits de l'homme. Et c'est une campagne qui visait à lutter contre ce processus que désigne la technopolis, qui est la technologisation croissante de la surveillance policière, de l'activité policière de manière générale, et le recours croissant aux technologies issues des recherches en intelligence artificielle dans les pratiques policières. Et donc dans ce livre, vous revenez aussi sur l'histoire de toute l'utilisation de ces intelligences artificielles, de ces technologies. On apprend honnêtement, en tout cas dans mon cas, beaucoup de choses, parce que c'est quelque chose qui est très méconnu, exactement ce qu'il se passe du côté des services de police. Et avant de lire le livre, j'avais l'impression que vous alliez nous parler de ce qui allait se faire. Okay. Et ce qu'on découvre, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà là, et depuis un petit moment, notamment la reconnaissance faciale, qui est déjà largement intégrée aux pratiques policières. Vous dites que c'est déjà le cas en 2019. La comparaison faciale couplée depuis 2011 à un fichier qui sera connu à partir de l'année suivante se nomme le fichier TAGE, pour le traitement des antécédents judiciaires. Déjà, en 2019, il y a 6 téraoctets de données. Il est l'un des plus importants fichiers du ministère de l'Intérieur. Il comporte les fiches de la plupart des personnes qui ont eu affaire à la police, et là, c'est vraiment étonnant, c'est-à-dire pas seulement des personnes qui ont été condamnées au pénal, mais simplement parfois des personnes qui sont suspectées, victimes ou même témoins. C'est-à-dire qu'on va être témoin dans une affaire et on va être recensé comme ça dans un fichier. Donc à l'époque, déjà en 2019, ça représente 20 millions de fiches individuelles au total et 8 millions de photographies de face. Et grâce à cette comparaison faciale, les agents de police n'ont qu'à soumettre au système de la photographie, par exemple, d'une personne qui serait suspecte pour que l'algorithme leur remonte une douzaine de clichés présentant une ressemblance. À l'époque, encore une fois, on est en 2019, donc il y a déjà 5 ans, c'est utilisé 1600 fois par jour par la police. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur l'existence de ce fichier et pourquoi est-ce que ça a déjà attiré votre attention à l'époque? En fait, le fichier TAGE, c'est un fichier à tout faire qui s'est imposé un peu dans les pratiques. Il y avait d'autres noms, mais qui s'est imposé en gros à partir de la fin des années 90. Il y a le journaliste Jean-Marc Manat qui a beaucoup enquêté sur sa généalogie, sa genèse. Et effectivement, à partir de 2011, la police et la gendarmerie nationale font appel à une entreprise qui s'appelle Cognitech pour utiliser un algorithme qui va permettre de trouver des correspondances statistiques entre les photos soumises d'un suspect, par exemple. C'est notamment des images issues des flux de vidéosurveillance en cas d'une infraction qui serait constatée. Donc, dans le cadre de l'enquête, des officiers de police judiciaire, mais en réalité un très grand nombre de personnes, peuvent procéder à cette comparaison faciale et essayer de retrouver des concordances statistiques
avec les photographies de visage contenues dans le fichier TAGE. Sachant que le fichier TAGE, il comporte beaucoup de données d'état civil, la couleur de la peau, enfin plein d'indices morphologiques. C'est vraiment un fichier à tout faire. Et en fait, comme il sert énormément, effectivement, ce n'est pas simplement les personnes suspectées ou qui sont directement impliquées dans des affaires pénales qui sont inscrites dans ce fichier. C'est également, on mentionnait, des témoins. Moi, je suis témoin d'un événement, je peux me retrouver inscrite dans ce fichier alors que j'ai absolument rien demandé. Tout à fait. C'est pas, a priori pas le cas pour les photographies. Il y a 8 millions de photographies, donc sur plus de 20 millions de fiches, mais c'est quand même colossal. Et du coup, la police française, et c'est le cas dans d'autres pays aussi, a utilisé ces algorithmes de reconnaissance faciale pour automatiser le travail qui consistait à faire défiler les fiches pour retrouver, ou à partir des critères renseignés dans la base de données du fichier, accélérer en fait le fait de retrouver des fiches correspondantes un petit peu aux critères de l'enquête. Et on le disait, utiliser près de 1600 fois par jour, donc il faut se poser la question du nombre d'équivalents temps plein de fonctionnaires dont la police fait l'économie en recourant à cet outil algorithmique pour sonder le fichier, en fait. Et c'est colossal. Je veux dire, le temps gagné pour la police est colossal. On pourrait s'en réjouir et se dire que c'est bien, la police fait son travail. Au contraire, que ça va être plus efficace. Il y a plusieurs problèmes. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun réel contrôle sur en fait, qui est dans le fichier, comment sont inscrites ces photographies dans le fichier. Il y a très peu de contrôle de la CNIL, notamment sur ce fichier. Elle l'avait déploré il y a quelques années dans un rapport. L'autre problème, c'est que cette automatisation de l'analyse du TAGE, et donc toute cette accélération et cette aide à l'analyse, elle s'est faite sans aucun débat démocratique. C'est passé par un décret. Le gouvernement a légalisé en fait des choses qui étaient en train de se faire et en projet depuis quelques mois. Et a priori, d'après ce que nous ont dit des gendarmes, dès 2011 on l'utilise. Le décret il date de 2012. Donc là, on est encore une fois dans le cas d'une pratique illégale qui est légalisée a posteriori. Oui, vous allez le dire, ça c'est le cas pour beaucoup d'autres pratiques. Et donc c'est légalisé par voie de décret, sans qu'il y ait vraiment de base légale et de débat. Et donc en fait, c'est passé très largement sous les radars. Et ce passage à la reconnaissance faciale policière, on pourrait estimer que dans un état de droit qui se respecte, c'est quelque chose de suffisamment grave et sérieux sur le plan des libertés publiques pour que ça mérite un débat, et ça n'a pas été le cas. Il y a eu une autre actualité récemment sur un autre dispositif qui a fait beaucoup parler. C'est vraiment ce que vous décrivez dans le livre, je pense, avant que cette actualité nous arrive, c'est l'avènement de la surveillance algorithmique, la VSA. C'est ce qui donc a fait débat il y a quelques semaines, puisque le Premier ministre Michel Barnier s'est dit en faveur d'une généralisation de caméras utilisant des algorithmes pour surveiller l'espace public. Une demande forte, on l'a bien compris, les dernières élections, et vous la relayez aussi, que celle de la sécurité dans chaque territoire. On va essayer de généraliser la méthode de travail en commun qui a fait ses preuves pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Alors, il faut bien préciser qu'il a dit ça sans attendre le rapport d'évaluation prévu pour la fin d'année, puisque, on rappelle, son utilisation avait été annoncée dans le cadre des Jeux Olympiques, et on nous avait dit ce dispositif est provisoire, il sera que pour les grands événements, et là on apprend que ça va être en fait généralisé visiblement sans même attendre de savoir si c'est efficace ou pas, de savoir quel problème ça peut potentiellement poser. Qu'est-ce que ça implique, ce type de surveillance exactement, que encore une fois vous traitez dans le livre, et pourquoi est-ce que selon vous ça peut être dangereux pour nos libertés? Alors la vidéosurveillance algorithmique, la VSA, c'est le couplage de l'intelligence artificielle et de ce qu'on appelle dans le champ de l'intelligence artificielle la computer vision, la vision machinique, donc la capacité pour ces algorithmes de détecter des patterns, des agencements de pixels en fait sur des images pour détecter des situations, des événements, des personnes. La reconnaissance faciale, c'est l'une des applications possibles de ces techniques de computer vision. Donc on le disait, le fichier TAGE avait autorisé la reconnaissance faciale a posteriori, donc après la commission d'une infraction dans le cadre d'une enquête. L'un des buts au début où on lance la campagne Technopolis en 2019 pour le gouvernement, c'est de légaliser la reconnaissance faciale en temps réel, de pouvoir coupler en temps réel les images de vidéosurveillance à ces algorithmes pour détecter des personnes dans l'espace public. Un autre problème du fichier TAGE, c'est le fait qu'en fait, il est détourné de son usage. Il n'est pas simplement utilisé pour des enquêtes pénales a posteriori, il est aussi utilisé pour faire des contrôles d'identité. Ça a été peu documenté, mais on a plein d'anecdotes, en fait, où lors d'une éviction d'un squat ou d'une personne racisée croisée dans l'espace public, tel ou tel policier de terrain va en fait prendre la photo de la personne et la flasher dans le fichier TAGE pour faire une vérification d'identité, ce qui est complètement illégal. Donc, il y a déjà beaucoup d'abus.
Et comme je le disais, pas de débat public sur le recours à ces technologies de reconnaissance faciale a posteriori. En 2019, leur objectif, aux promoteurs de la technopolis, et notamment à Cédric O, qui est à l'époque secrétaire d'État au numérique, on y reviendra, qui du coup propose de légaliser la reconnaissance faciale en temps réel à l'occasion des Jeux Olympiques de 2024. Et c'est parce qu'on a fait cette campagne que nous et d'autres, les collectifs de lutte contre les violences policières, l'opposition au pass sanitaire en 2020, sous l'aspect surveillance, c'est parce qu'il y a eu ces oppositions que en fait, le coût politique de légaliser la reconnaissance faciale en temps réel à l'occasion des JO est paru comme trop important. Et donc Cédric O, à la veille de la présidentielle en 2022, dit « La France n'est pas prête, le débat n'est pas mûr, il y a des associations libertaires, donc on s'est un peu sensibilisé, qui disent n'importe quoi à la population, et donc il faut un débat informé, il faut éduquer les gens. » C'est la fameuse pédagogie dont on a besoin sur tous les sujets, visiblement. Très condescendante. Mais en tout cas, ce qu'il acte à ce moment-là, c'est que la reconnaissance faciale, politiquement, ça ne va pas le faire. Et donc, ils ont adopté une stratégie des petits pas, c'est-à-dire légaliser des applications de la vidéosurveillance algorithmique moins sensibles du point de vue des libertés publiques. Donc, c'est la loi JO votée au printemps 2023 et qui légalise des cas d'usage type détection de port d'armes, ce qui d'ailleurs techniquement marche très mal, une personne ou un véhicule qui irait à contresens, une personne qui resterait statique trop longtemps. Et il y a 6 ou 7 cas d'usage comme ça listés dans la loi, prévus dans la loi et qui ont fait l'objet d'expérimentation cet été à l'occasion des Jeux Olympiques. C'est important ce que vous mentionnez. Ça montre quand même que quand il y a une opposition de l'opinion publique forte dans un régime à peu près démocratique, ça dissuade de légaliser certaines choses, d'aller trop loin. Et donc, j'insiste sur l'importance de ce type d'ouvrage, l'importance de votre travail, de ce type d'émission où on essaie de vulgariser et d'expliquer ce qui se passe, parce que quand les gens sont informés, c'est plus compliqué quand même de faire accepter ce type de mesures et de les faire réellement passer. Donc ça a des conséquences, puisque, vous l'avez dit, ils vous nomment en plus les associations libertaires, tout ça. Donc ça montre bien que vous êtes un obstacle aussi à ce que ça puisse arriver, et donc on a aussi une forme de pouvoir en tant que citoyen. Bien sûr, et nous, à la Quadrature du Net, on a un petit groupe d'une dizaine de personnes qui travaillent sur ces questions. Et enfin, voilà, ce que je veux dire, c'est que tout seul, on n'y arrivera pas. Et l'enjeu, c'est d'arriver à mobiliser, d'informer la population. Et c'est pour ça qu'on a lancé au printemps une campagne qui s'appelle « Pas de VSA dans ma ville ». C'est accessible sur lqdn.fr/VSA. Il y a une brochure, il y a des posters, il y a des guides d'action sur comment s'investir dans la bataille, en fait. Parce qu'effectivement, il n'y a pas d'inévitabilité, en fait. Il ne faut pas se résigner et croire que la partie est jouée d'avance. Effectivement, si on arrive à construire un rapport de force politique, il y a moyen de faire obstacle à cette légalisation programmée, non seulement de la VSA dans le format loi JO sur ces cas d'usage relativement peu sensibles, et encore, il faudrait en discuter plus longuement, mais clairement, le but final, c'est bien de légaliser la reconnaissance faciale et plein d'autres applications de la vidéosurveillance algorithmique extrêmement sensibles et qui visent à suivre des personnes dans l'espace public et du coup à imbriquer ces formes de surveillance à des pratiques policières dont on connaît la violence et la brutalité. Quels sont les problèmes potentiels que la VSA et de manière générale toutes les potentielles légalisations que vous venez d'évoquer? Et je tiens à dire que ça fait quand même plusieurs années à Blast qu'on suit le travail de la Quadrature du Net. Ça fait plusieurs fois que vous alertez, vous dites ça va arriver typiquement sur cette reconnaissance faciale, que les autorités vous disent mais pas du tout, il faut arrêter d'être paranoïaque, et qu'à la fin c'est quand même ce qui se passe. Donc quels sont les dangers potentiels que ce que vous décrivez qui déjà est en train d'être légalisé et même les autres dispositifs qui pourraient être légalisés à l'avenir posent en termes notamment de liberté publique? En fait, c'est une surveillance constante, permanente, générale de l'espace public, de nos villes, de nos rues, de l'espace physique qui, historiquement, a constitué une scène fondamentale des mobilisations, du conflit politique et donc de la démocratie. En fait, c'est l'équivalent des formes de surveillance massive qui se sont déployées sur Internet depuis une quinzaine d'années, qui sont, grâce à ces nouvelles technologies de VSA, transposées à l'espace public urbain. Et moi, je raconte une anecdote où, au début de cette campagne Technopolis, on rencontre la gendarmerie nationale et tout le petit monde de la technopolis. Parce que vous infiltrez ce monde de la technopolis, c'est ce que on a eu l'occasion à plein de moments de rencontrer des acteurs, des industriels, des relais politiques, et donc ça permet des opérationnels, des policiers, des gendarmes. Et ce que moi je leur dis à l'époque, dans une intervention qu'on fait avec mon camarade Martin Drago, c'est qu'en fait, imaginez organiser des réseaux de résistance, des réseaux dissidents capables de résister au fascisme dans les années 40 en France. C'est pas possible avec ces technologies déployées massivement dans l'espace public, en fait. Et ce sont des outils qui, entre de mauvaises mains, peuvent être
extrêmement dangereux. Bien sûr. On y reviendra un peu plus tard. Et en fait, une société démocratique, elle tient aussi au fait que ce type de technologie n'est pas déployé, en fait. Et il ne s'agit pas, on y reviendra aussi, j'imagine, sur les garde-fous et l'encadrement juridique. Ouais. C'est une question à part, mais en fait, politiquement, ce que ça veut dire, une surveillance totale de l'espace public, qui est encore en potentialité, parce que ces algorithmes, ils ne fonctionnent pas bien, ils ne sont pas encore complètement intégrés dans les pratiques de la police. Le cadre juridique n'est pas encore complètement déployé, même si ce n'est pas forcément ce qui les gêne le plus. Mais au fond du fond, c'est ça qu'il faut empêcher. C'est politiquement souligner le danger de ces technologies et refuser en tant que société qui se pense encore un peu démocratique, en tout cas on peut encore l'espérer et se battre pour cette idée-là, que c'est des technologies fondamentalement incompatibles avec des formes de vie démocratiques. Et alors, la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'ils veulent faire ça ? Et que la question justement à laquelle vous essayez d'apporter des réponses, puisque ça pose quand même un énorme problème de potentiel bascule démocratique. Vous parlez même de bascule néofasciste, on y reviendra à la fin, plutôt vers la fin de l'entretien. En 2019, vous rappelez que le secrétaire d'État en charge de l'économie numérique, donc Cédric O, dont on a déjà parlé, accorde un entretien au journal Le Monde sur la reconnaissance faciale. Et alors, c'est une grande première, puisque pour la première fois, il affirme qu'il faut expérimenter la reconnaissance faciale pour que nos industriels progressent. Et là, on a quand même une partie de la réponse, puisque le ministre le dit sans détour, les enjeux sont économique. Et les projections ont de quoi aiguiser les appétits. Écrivez-vous, le marché mondial de la reconnaissance faciale augmente de 16% par an et devrait atteindre 12 milliards de dollars en 2028. Celui de la VSA était de 5,6 milliards en 2023 et pourrait représenter 16,3 milliards de dollars en 2028. Ce qu'on comprend, c'est que la France veut se positionner dans un marché d'exportation des technologies de surveillance, mais que, si j'ai bien compris, ça fait mauvais genre si on ne les applique pas chez nous. Et on a du mal à les exporter si on ne les applique pas déjà dans notre pays. Est-ce que c'est la principale raison aujourd'hui pour généraliser ce type de dispositif ? Alors, effectivement, il y a l'un des moteurs de la technopolice, c'est les enjeux industriels. Il y a le fantasme policier d'une surveillance totale dont on parlait, qui anime une partie de ces acteurs et qui circule un peu dans ces milieux, dans les prises de parole et dans l'imaginaire qui accompagne ces technologies. Mais l'un des moteurs principaux, en effet, c'est l'enjeu économique. L'État français a accompagné la consolidation de 2 groupes français, européens, leaders sur ces marchés à l'international. Le groupe Thales, d'une part, bien spécialiste du secteur de la défense, et le groupe Idemia, qui est un spécialiste notamment d'identification biométrique et de reconnaissance faciale. Et ces 2 acteurs-là, ils sont très imbriqués dans la fabrique des politiques publiques, que ce soit les politiques de recherche qui vont financer la R&D, la recherche et développement, pour mettre au point ces technologies, qui vont ensuite se traduire par des subventions accordées pour des expérimentations dans les villes et villages français, principalement les villes, ou pour l'exportation de ces technologies dans des pays, notamment en Afrique, pour, par exemple, faire de l'identification biométrique dans le cadre électoral. Et donc, il y a toute une machinerie administrative, tout un ensemble de politiques publiques qui sont mises au service de ces intérêts industriels et où on voit donc non seulement ces acteurs industriels qui, pour certains, ils sont issus de l'ENA, de cabinets ministériels, et des relais administratifs, des hauts fonctionnaires, des relais politiques comme Cédric O, qui promeuvent, en fait, qui assument complètement le fait que, effectivement, c'est des marchés très porteurs, la sécurité à l'international, dans un monde qui va mal, effectivement, traversé par la violence et la guerre, il y a du business à faire. Et donc c'est un peu une manière de corriger, d'équilibrer la balance commerciale française. Et effectivement, il y a cet enjeu de pouvoir dire, en gros, faire de la reconnaissance faciale ou de la technopolice de manière générale, made in Europe, puisque en Europe, on est censé être très à cheval sur la vie privée. Donc, en gros, je pense que... Ils utilisent, en fait, le fait qu'on est quand même plus attaché aux libertés publiques dans l'esprit de tout le monde, ouais. Et que c'est une garantie que ces technologies ne sont pas dangereuses. Exactement. Alors qu'il n'y a pas de garantie, en fait. Ils en font un argument marketing. Nous, on est RGPD compatible, le règlement général dédié à la protection des données en Europe, qui est un peu l'instrument par lequel l'Union européenne se présente comme un phare dans la nuit en matière de surveillance et de protection de la vie privée. Et donc, ils en font en effet un argument commercial.
Alors, vous écrivez, les technologies policières dérivent largement des deux domaines centraux de la violence d'État et de l'exception à la loi que sont le champ militaire et celui du renseignement. En pratique, la technologie engendre quantité d'illégalisme policier, c'est ce que vous avez décrit. Pire encore, elle amplifie la brutalité policière en fournissant une formidable caisse de résonance aux discriminations structurelles. Pourquoi déjà? Et surtout, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent « mais on fait quand même ça pour la sécurité de tous ». Vous opposez en bloc, comme vous le faites dans ce livre, comme vous le faites à la Quadrature du Net, à tout développement en fait, de cette technologie, eh bien, c'est être anti-progrès, c'est être un obstacle à l'optimisation de la sécurité et c'est être un obstacle en fait au progrès et à la sécurité des citoyens. S'agissant de l'aspect discriminatoire de ces technologies, on l'illustre très bien à partir de l'exemple de la police prédictive. C'est des logiciels qui permettent de croiser des données et en gros, ce qu'on utilise en France, c'est pour prédire ou calculer des scores de risque que telle ou telle zone subissent des troubles à l'ordre public, des infractions dans les 24 prochaines heures ou les prochains jours. Ça, c'est déjà le cas. C'est déjà expérimenté par la gendarmerie nationale. Les polices municipales ont, pour certaines, un logiciel qui permet de faire ça, qui est vendu par une start-up qui s'appelle Edicia. Ça fait penser à Minority Report un peu, prévoit les meurtres. C'est l'inspiration, en partie, mais la manière dont ça fonctionne aujourd'hui, c'est beaucoup plus prosaïque. En fait, ça marche pas très bien. Ça tend à réinventer des savoirs policiers que l'institution a déjà et donc à réinventer un peu l'eau chaude. Mais il y a quand même l'intégration, par exemple, dans ces algorithmes, de croyances criminologiques complètement erronées. Par exemple, l'idée que la petite délinquance va entraîner la grosse. Des petites infractions ou même des incivilités vont entraîner une dégradation criminogène de tel ou tel quartier. Ça, c'est des thèses qui sont issues de la criminologie états-unienne des années 80, qui ont été complètement instrumentalisées pour armer une espèce de harcèlement des quartiers populaires par les élites conservatrices aux États-Unis, et qu'on voit reprises en fait dans les conceptions de ces algorithmes. La vidéosurveillance algorithmique, de la même manière, en fait, dans les cas d'usage qu'on a pu documenter au niveau des polices municipales en France, on essaye par exemple de détecter des personnes statiques ou des personnes qui courent. Mais bon, si on s'arrête par exemple sur le cas des personnes statiques, qui est statique dans l'espace public urbain aujourd'hui? C'est des personnes qui vivent à la rue, par exemple. Et donc, on peut bien voir comment, en fait, ces technologies s'inscrivent aussi dans des formes de harcèlement, de certains modes d'occupation de l'espace public qui sont généralement associés aux personnes les plus précarisées ou de manière plus générale aux classes populaires. Et donc, en gros, et pour résumer, ces technologies, elles viennent s'articuler à une institution, la police, qui en tant que telle est discriminatoire et qui est le vecteur d'une violence d'État, qui protège un système profondément inégalitaire à coups de bâton, à coups de répression. Et donc, pour répondre à la question de qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui vous disent il faut défendre et promouvoir la sécurité, ces technologies peuvent y aider. D'une part, non. En fait, ces technologies n'y aident pas. Ça marche mal en pratique, c'est grevé de bugs. C'est pas pour ça que c'est pas dangereux pour autant. Mais vous disiez par exemple que la reconnaissance faciale dans les fichiers, ça avait quand même permis d'aller beaucoup plus vite. Bien sûr. Donc, en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est que je parle de plein de technologies. Et donc, il y a des incarnations où effectivement, ça produit ses effets. Il y a tous les discours et l'imaginaire que ça entretient, mais un des points du livre, la deuxième partie est plus historique et généalogique. J'essaye de montrer en fait comment ce prisme, cette focale technologique, le fait de promouvoir des technologies et la surveillance comme une réponse aux problèmes, aux enjeux de la violence, de la déviance qui traversent nos sociétés, ça permet de revenir sur la raison pour laquelle on a décidé de ne plus s'interroger sur les causes des désordres en fait, qui traversent notre société, qui est une société profondément inégalitaire, capitaliste, écocide, et que en fait, ces désordres sociaux, la casse des services publics, c'est autant de violences qui génèrent en retour de la violence. Et donc, quelque part, se concentrer sur la police comme une réponse à ces désordres, c'est s'empêcher de vraiment considérer les causes du mal, c'est s'empêcher de faire société autrement que par la répression. Et donc, c'est une fuite en avant sécuritaire qui nous emmène tout droit vers le fascisme, en fait. Face à ça, vous dites que pour faire passer la pilule, le pouvoir utilise le tech-washing. Qu'est-ce que c'est que le tech-washing ? Le tech-washing, c'est tout le discours, en fait, tout l'imaginaire qui accompagne ces technologies. C'est l'idée que ça va permettre un gain d'efficacité. Et en fait, c'est une sociologue états-unienne, Sarah Brain, qui utilise ce terme pour désigner la manière dont les systèmes de police prédictive, dont je parlais à l'instant, en fait, masquent ces logiques discriminatoires. En fait, c'est le vernis un peu d'objectivité scientifique apporté par le recours à ces technologies clinquantes, hyper sophistiquées, à ces interfaces colorées et à cette fascination assez caractéristique de notre temps pour ces machines informatiques, pour l'intelligence artificielle. Et donc,
Voilà, c'est l'écran que produisent ces interfaces et qui masque en réalité la manière dont ces technologies s'articulent à la violence policière. Et alors, face à ça, face à cette dérive qui est quand même vraiment inquiétante que vous décrivez dans le livre, on est censé quand même avoir des protections, notamment des protections juridiques. Il y a tout un passage du livre qui concerne la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui est censée protéger les citoyens, justement. Vous dites que la CNIL, si j'ai bien compris, ne remplit pas complètement son rôle. Je vous cite, « La police bénéficie de quantité d'exceptions aux principes fixés par la loi. Le droit d'accès aux données contenues dans les fichiers de police est par exemple indirect. Toute personne qui souhaiterait faire valoir ses droits doit ainsi en passer par l'intermédiaire de la CNIL et le ministère peut s'opposer à ce que cette dernière transmette la moindre information à la personne concernée. De même, bien que la loi informatique et libertés proscrive normalement la collecte de données relatives aux origines raciales ou aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou aux appartenances syndicales des personnes, la police peut y déroger via un décret pris après avis conforme de la CNIL. Quant à l'article 20 de la loi, il prévoit que les fichiers liés à la sûreté de l'État et à la sécurité publique puissent déroger aux règles de transparence, puisque dès lors qu'il est invoqué, les décrets afférents ne sont pas publiés. À quoi est-ce qu'elle sert, la CNIL ? La CNIL, elle est vraiment devenue une espèce d'alibi qui nous sert de bonne conscience. L'idée qu'il y a un gendarme de la vie privée, un gardien des données personnelles qui permet de prémunir nos sociétés d'une dérive vers une surveillance policière et d'un capitalisme de surveillance aussi attentatoire aux libertés. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'elle est utilisée dans les discours politiques. C'est très fréquent, Christian Estrosi, maire de Nice, un des exemples les plus frappants de ces discours technosécuritaires dans le champ politique. Nous avons présenté aujourd'hui, avec mon premier adjoint en charge de la sécurité, Anthony Bourré, des caméras qui nous permettent de mettre en œuvre l'intelligence artificielle où l'on tague la photo et où l'intelligence artificielle automatiquement retrouvera, localisera et nous permettra d'interpeller l'auteur de cette infraction. Parce que Nice a vraiment été une ville d'expérimentation. Sur cette base, nous sommes confiants et je suis à peu près convaincu que la CNIL que nous sollicitons par précaution validera notre système. Et donc, à chaque gadget technosécuritaire aux propositions que fait Christian Estrosi, il y a cette idée que la CNIL sera consultée, qu'elle a donné son aval. Donc, elle sert vraiment d'alibi dans la mesure où elle rassure. Il y a aussi plein d'autres moments où, lorsque la CNIL, malgré tout, utilise le peu de pouvoir qui lui reste pour freiner les ardeurs des deals comme Estrosi, où elle est vertement critiquée, elle devient un obstacle au fait de garantir la sécurité des citoyens. La CNIL ne peut pas rester un État dans l'État qui, en lieu et place d'une volonté politique, s'oppose à ce qu'on utilise les meilleures technologies pour protéger nos concitoyens. Si nous avions la reconnaissance faciale, tous ceux qui sont fichés comme extrêmement dangereux, fichés S, donc radicalisés, etc. Une lutte oui, cette espèce d'institution poussiéreuse. Oh. Donc elle est aussi critiquée. Mais en fait, elle agit beaucoup aussi dans les discours, comme une pommade, quoi, en fait, qui permet de rassurer la population, tout simplement, et de contribuer, du coup, à l'acceptabilité sociale de ces technologies. Et comment on en est arrivé là ? Puisqu'on est censé quand même avoir cette protection, vous avez parlé de perte, justement, de pouvoir. Ouais. Comment on a eu cet affaissement des protections juridiques ? C'est un long processus, puisque la CNIL, elle est créée en 1978. Donc, c'est une époque, c'est la première vague d'informatisation de la société. Elle fait déjà tous les débats qu'on a aujourd'hui, en fait, ils sont posés quasiment dans les mêmes termes à l'époque, en matière de fichage, d'État notamment. Et la CNIL, donc, elle est instituée en 1978. Elle a ses premiers présidents et son personnel, c'est des gens relativement militants, impliqués dans les controverses de l'époque. Et ils cherchent à tenir tête au ministère de l'Intérieur sur ces questions, à montrer à quel point ils servent. En fait, l'histoire de la CNIL, c'est l'histoire de rapports de force construits face à la police et aux velléités de surveillance du ministère de l'Intérieur que la CNIL a perdu. Et le coup de grâce, sans doute, c'est en 2004, lorsque une réforme du droit des données personnelles en France lui retire son pouvoir d'avis conforme. C'est-à-dire que les décrets créent un nouveau fichier dédié à la surveillance. L'avis émis par la CNIL sur ces décrets n'est pas impératif. Le ministère de l'Intérieur peut en fait y déroger. C'est un avis qui devient consultatif. Et donc là, en fait, elle perd une arme juridique très importante pour tenir tête, et ce qui lui permettait encore, jusqu'à la fin des années 90, de s'opposer, par exemple, à l'avènement de l'ancêtre du fichier TAGE. Et tout ce processus
s'accompagne aussi de l'essor en fait, d'une économie et d'un capitalisme de surveillance où la CNIL se pense de plus en plus comme une agence d'accompagnement de l'innovation. Donc elle est plus tant le gardien des données personnelles, la gardienne des données personnelles, qu'une agence qui va permettre d'aménager, de réguler un marché qui, de fait, manipule et suscite et génère tout un tas de dispositifs de surveillance et qu'elle va chercher à guider pour amoindrir les risques et s'assurer d'une conformité au cadre juridique des données personnelles qui, en tant que tel aussi, c'est largement affaibli. Donc, c'est ce que des sociologues qui se sont penchés sur la CNIL appellent une logique de la compliance, ou une logique de la conformité. On s'assure que des procédures, des études d'impact tout à fait indolores et sans effet soient menées en amont de certains projets, etc. Et en pratique, la plupart de ces procédures, notamment en matière de technopolis, donc lorsque ce sont des collectivités locales ou lorsque c'est l'État qui déploie ces systèmes, elles ne sont même pas respectées. La CNIL, je vous disais, la vidéosurveillance algorithmique a été déployée partout en France pendant des années hors de tout cadre légal, et il n'existe toujours pas pour les collectivités locales. Donc une illégalité systémique. Et la CNIL, à notre connaissance, n'a adopté qu'une décision de mise en demeure s'agissant de la ville de Valenciennes qui avait installé les caméras de Huawei, l'entreprise chinoise. C'est censé être une sanction, une mise en demeure, et ça ressemble à un petit coup léger sur les doigts, alors que manifestement, il y a un marché public ça a rien qui changé, porte... en fait. Alors, de fait, apparemment, la technologie en question n'avait même pas été déployée, mais c'est symptomatique du fait qu'il y a une décision de mise en demeure, alors qu'il y a des dizaines et des dizaines de déploiements de cette technologie partout dans le pays, et que personne n'a été condamné ou inquiété pour ça. Mais est-ce que la mise en demeure a fonctionné quand même ? Elle n'a même pas eu à fonctionner dans la mesure où apparemment les policiers en question, et là ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur l'inefficacité et le fait qu'en fait, entre le projet et la mise en œuvre concrète d'une technologie, il y a souvent un grand fossé. Là, les policiers n'avaient même pas activé la fonctionnalité algorithmique des caméras. Ils n'avaient même pas pris cette peine-là en l'occurrence. Vous avez beaucoup évoqué ce processus-là depuis le début de l'entretien, où en fait on teste illégalement des dispositifs, et c'est le cas pour énormément de choses. Et après, on le légalise. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà remarqué avec l'utilisation des drones en manifestation. De mémoire de journaliste, je me souviens notamment pendant le mouvement des Gilets jaunes que c'était un sujet, que le préfet Lallemand avait utilisé ces drones illégalement. Ça avait été sanctionné par le Conseil d'État. Puis, ils avaient donc essayé de le mettre dans la loi sécurité globale en 2020. Mais le Conseil constitutionnel a empêché que ce soit légalisé parce que, bon, pas conforme à la Constitution. Puis, en 2023, finalement, c'est autorisé. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, finalement, on en arrive à réussir à légaliser ce type de dispositif ? Alors, en fait, cette décision du Conseil d'État qui va clouer en début 2021 au sol les drones de la police et de la gendarmerie nationale et des polices municipales qui s'en étaient dotées, elle intervient suite à plusieurs recours qu'on intente effectivement sur le recours aux drones en manifestation tout au long de l'année 2020. Donc, il faut, et comme vous le disiez, ça faisait déjà près de 4 ans que les drones étaient massivement utilisés par la police, hors de tout cadre juridique, donc de manière complètement illégale. Aucun préfet de police, aucun ministre de l'Intérieur n'a été inquiété, condamné pour cela, alors même qu'il y a des sanctions dans le code pénal prévues pour ce type de cas. Donc une impunité qui est là encore systémique. Le Conseil d'État puis la CNIL confirment qu'en fait, il n'y a pas de cadre juridique et donc que ces drones n'ont pas le droit de voler. Le ministère de l'Intérieur obtempère, respecte ces décisions, malgré les coups de pression apparemment du ministre Darmanin à l'époque. Et effectivement, il faut... après la censure du Conseil constitutionnel, on passait par une nouvelle loi qui vient rétrécir un peu, ou encadrer un peu plus fortement le recours aux drones. C'est beaucoup de dire déjà. Et c'est au moment du déclenchement de l'opération Wambushu, au printemps 2023, que le ministère de l'Intérieur fait paraître le décret d'application qui légalise de nouveau, du coup, le recours aux drones policiers. Ce que l'on sait, c'est qu'il y aura 3 types d'opérations. D'abord, effectivement, des démantèlements de bidonvilles, 1000 logements illégaux et insalubres à détruire, selon Gérald Darmanin. Il y aura ensuite des expulsions de sans-papiers, principalement vers les Comores, dont ils sont originaires pour la plupart. Et puis également des interpellations de délinquants parmi ces bandes qui sèment régulièrement le chaos ici à Mayotte. Donc c'est tout un processus juridique qui est ambivalent parce que, quelque part, en fait, le fait qu'on ait réussi à clouer au sol les drones de la police pendant plus de 2 ans, alors même qu'ils s'en étaient équipés très largement, qu'ils avaient formé des pilotes, c'est une petite victoire. Et en même temps, on a juste gagné du temps. Et le cadre juridique aujourd'hui déployé n'est pas satisfaisant. Il y a beaucoup d'autorisations préfectorales de recours aux drones, par exemple aux frontières, notamment dans la région de Nice ou dans les Pyrénées, qui sont renouvelées quasiment automatiquement. Une caméra haute définition permettant l'identification visuelle des visages, des plaques d'immatriculation. Voici le tout nouvel outil à disposition des policiers niçois, le drone. Mais c'est quoi le danger avec ces drones ?
Le drone, c'est une capacité de visionnage très large et donc une capacité de surveillance d'espace très, très grande, en fait. Et donc, c'est en tant que tel un pouvoir de surveillance important. Et certains vous diront, là encore, au nom de la sécurité, ça va permettre d'éviter des débordements. Par exemple, un argument qui avait été avancé, c'était de se dire on peut repérer les personnes qui sont violentes, sachant que tout le monde n'est pas violent en manifestation. Ça permet de les arrêter, de pouvoir presque protéger le droit à manifester. Enfin, ça a été présenté comme ça. Si on installe un système de surveillance totalitaire, qu'on fait comme cet été pendant les Jeux Olympiques, 30 000 policiers dans les rues de Paris, forcément, il y a moins de faits de délinquance, la sécurité est a priori mieux protégée, mais encore une fois, est-ce que la fin justifie les moyens? Est-ce qu'on n'est pas en train de se perdre en tant que société qui se pense démocratique à force de déployer ces outils? Encore une fois, les drones, ils sont utilisés en manifestation. Les manifestations, aujourd'hui, ça reste un droit politique qui est en fait, de fait, menacé par la violence policière qui se déploie lors de la plupart des mouvements sociaux. Et les drones sont articulés à cette forme de surveillance. Dessus, on pourra demain faire tourner des algorithmes, et c'était le cas d'ailleurs pendant les JO cet été, pour détecter des comportements suspects, pour identifier des personnes si on a recours à la reconnaissance faciale. C'est l'un des rouages de cette surveillance, de cette technopolice qui se déploie, et en tant que tel, ils sont dangereux. Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux, et c'est vraiment un discours qui monte aujourd'hui, qui vous disent que la première des libertés, c'est la sécurité? C'est une bien mauvaise lecture de la Constitution et des débats révolutionnaires. Le terme de sécurité, ça commence à être connu. En fait, il dérive de ce mot de sûreté. La sûreté, c'est la protection des citoyens vis-à-vis de l'arbitraire de l'État. Et donc, en fait, la sécurité, encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, en fait, il faut bien se rappeler à quel point la police ne peut pas servir à maintenir, durablement, à faire tenir ensemble une société aussi inégalitaire que la nôtre, où la violence économique se déploie, où le sexisme et le racisme restent des réalités indépassées. Il faut arriver à faire société autrement. La sécurité, c'est pas la police, en fait. Et ça, ce cadrage-là dans lequel on est enfermé et qui fait que tous ces discours achoppent sur « oui, mais vous êtes contre la sécurité, vous êtes contre le progrès, vous êtes pour la criminalité », en fait, il faut se rappeler que si on veut faire société et d'une manière qui soit apaisée, il faut la sécurité à la base, justement, quand le mot réémerge au XXe siècle, c'est dans les années 30, notamment aux États-Unis, c'est la sécurité sociale. On est après 1929 et la crise économique très, très dure, le crash boursier de 1929. La sécurité sociale, c'est des assurances pour les travailleurs et travailleuses, c'est la mise en place de ce qu'on appelle à l'époque, et ce qui s'édifie à l'époque, est l'État-providence. Il y a plein de critiques à faire de la manière dont il a fonctionné de fait et de comment c'est aussi une bureaucratisation de plein de formes de solidarité qui existaient auparavant sans en passer nécessairement par l'État. Mais pour autant, c'est un cadrage de la sécurité qui passe par la prise en compte des conditions socio-économiques dans lesquelles on vit. Et la police, elle ne peut pas servir durablement à garantir un ordre social apaisé à coups de matraque, en fait. Ça ne marchera juste pas. En introduction, j'évoquais le fait que la France pourrait ressembler à la Chine. Est-ce que c'est une comparaison qu'on peut établir sans sembler trop excessif, sachant que la Chine, c'est vraiment l'exemple type d'une société où il y a un hyper-contrôle, où vraiment tous les citoyens sont complètement surveillés, et qui est une dictature, en fait, qui est clairement pas du tout un régime démocratique. Effectivement, mais encore une fois, la Chine, elle agit beaucoup dans ces débats comme un épouvantail. Et quelque part, le discours militant joue parfois sur cette image très dystopique de la Chine, qui est réelle. Je ne sais pas si vous avez pu voir passer récemment sur Arte le documentaire Total Trust, qui montre comment les dissidents chinois, défenseurs des droits humains, avocats et autres sont réprimés, surveillés. Je suis en permanence sous surveillance. Vous ne pouvez pas sortir. Pourquoi ? On ne peut pas vous le dire pour le moment. Et donc, on voit la mise en pratique de cet appareil de surveillance et c'est effectivement assez impressionnant. Après, il y a aussi des brèches, il y a des formes de contestation, il y a des formes de résistance. Il faut arrêter de se représenter la société chinoise comme étant ultra normée et régie. Et puis, c'est plus d'1 milliard de personnes, en fait. Donc, voilà, c'est une société complexe et qui, comme la nôtre, connaît des formes de résistance et de dissidence. Mais c'est rendu beaucoup plus compliqué. C'est rendu beaucoup plus compliqué parce qu'effectivement, en termes de régime politique, en termes de garanties apportées aux libertés, c'est bien pire qu'ici. Moi, j'ai tendance à considérer qu'entre la Chine et nous, en fait, il y a une différence de degré, mais pas nécessairement de nature, en fait, en termes de forme de société. Donc, on n'est pas à l'abri, en fait. Non, faut pas se croire à l'abri, même si on est encore une zone, l'Union européenne, dans laquelle l'état de droit survit tant bien que mal et il y a encore un espace pour contester ces tendances et c'est pour ça qu'il faut l'investir et se mobiliser pour que ça n'empire pas. Mais on voit aussi à quel point ça va très vite, cette dérive
autoritaire, voire fasciste, elle est vraiment très menaçante. Vous dites que voilà, peut-être qu'on est en train de vivre une bascule néofasciste? Je pense que la technopolis participe de ce mouvement qu'on voit à la fois dans l'espace public médiatique, on voit dans les discours des élites économiques lorsqu'ils adoubent le programme économique du Front National sans s'interroger sur le reste. Rassemblement national, oui. Il y a l'extrême droite d'un côté qui a un vrai risque, mais il faut aussi avoir en tête, et c'est très clair désormais depuis les dernières élections, que en fait, l'extrême centre macroniste gouverne avec l'extrême droite et qu'il y a une forme de solidarité et de points communs très nombreux entre leurs programmes économiques, leurs programmes de société, les réformes notamment sur le domaine police, justice, immigration. Et donc, moi, j'avoue que je suis un peu gêné sur cette espèce de cordon sanitaire qu'on continue de faire. Cette distinction, quoi. Cette distinction qu'on fait très forte et ontologique très forte entre le centre droit et l'extrême droite. Oui, aujourd'hui, il y a des porosités qui ont été Il y a des porosités qui sont très fortes. Et de fait, ce que j'essaye de montrer aussi, c'est à quel point une partie des élites libérales, donc on pourrait considérer comme centristes, se rendent complices de ces dérives autoritaires, de ces reculs des libertés publiques, en négociant, en essayant de résoudre leurs dissonances cognitives, en se rassurant, en se disant qu'ils sont encore attachés à la démocratie, mais en contribuant en pratique à la défaire, à la saper, et en actant de nombreux reculs en termes de liberté publique et d'état de droit. En fait, ce qu'on comprend vraiment dans votre livre, c'est que c'est un continuum. C'est vraiment une lente dégradation, enfin lente, pas si lente d'ailleurs, mais que notamment on voit en 2016 avec la loi travail, où c'est sous un gouvernement dit de gauche que ça commence vraiment à se tendre. Et ça continue évidemment avec Emmanuel Macron, que vous qualifiez à plusieurs fois de mesures autoritaires qui sont mises en place. Et là, effectivement, on se dirige de plus en plus vers un régime d'extrême droite. Effectivement, cette distinction claire, elle ne peut pas être établie, puisqu'on voit qu'il y a clairement des collaborations. En revanche, on ne peut pas non plus dire que voilà, tout le macronisme est d'extrême droite, puisque l'extrême droite pourrait aller beaucoup plus loin. Et le danger qu'on peut voir, c'est voir tous ces outils entre les mains d'un gouvernement qui serait vraiment complètement et foncièrement d'extrême droite. Une accentuation des tendances actuelles, mais qui sont déjà très présentes. Et je voudrais dire que dans cette généalogie historique, en fait, il y a un rôle particulier aussi des partis de gouvernement de gauche, notamment du Parti socialiste. C'est-à-dire que, et c'est aussi bien documenté par les historiens et les sociologues de la police, c'est la manière dont le cadrage des illégalismes, de la violence, et cette focale policière et technopolicière s'est imposé, y compris au Parti socialiste. Et nous, on a pu le mesurer en parlant notamment avec l'adjoint en charge de la sécurité à Marseille, Yannick Ohanessian, où on sent en fait que le cadre politique et les pressions notamment de la droite et tout ce primat donné à l'approche policière et sécuritaire exercent une contrainte très forte. Et donc, voilà, c'est vraiment ce qu'il faut, c'est arriver à déconstruire cette culture sécuritaire qui nous asphyxie, qui nous empêche d'ouvrir nos imaginaires à d'autres manières d'aborder ces questions. Et notamment, ce que j'essaie aussi de montrer, c'est l'espèce de masculinisme très présent dans ces milieux policiers, au niveau des élites qui promeuvent les policiers de terrain d'une part, mais aussi dans ces milieux plus élitaires qui promeuvent ces technologies, l'adaptation du droit pour promouvoir notamment la vidéosurveillance algorithmique. Et à l'inverse, on trouve dans toute une partie du féminisme anticarcéral, dans les expériences de justice communautaire aussi, menées par des groupes de quartier, composés et animés par des mères, par des sœurs pour prendre en charge la violence des jeunes, notamment aux États-Unis, la violence des gangs. Donc il se dessine aussi d'autres manières de prendre en charge ces violences qui ne passent pas par l'appareil répressif et carcéral, dont on peut mesurer à quel point il est globalement inefficace à nous protéger, à construire cette sécurité dont on a tant besoin, mais qui, là encore, passe par le fait de reconstruire une société qui ne soit pas basée sur un système économique et politique foncièrement et profondément inégalitaire. Eh bien, merci beaucoup Félix Tréguer d'avoir été avec nous sur le plateau de Blast. C'est la fin de cet entretien. Je rappelle que votre livre Technopolis, la surveillance policière à l'ère de l'intelligence artificielle, est en librairie aux éditions Divergence. Merci beaucoup. Vous l'aurez compris, il y a urgence à s'intéresser à ces sujets concernant la technologie de surveillance, même si cela n'est pas vraiment votre centre d'intérêt premier. Lorsque l'on garde en tête qu'une arrivée au pouvoir de l'extrême droite est de plus en plus probable, il semble peu souhaitable qu'elle puisse avoir ce type d'outils entre ses mains, du moins si l'on tient encore aux libertés individuelles. C'est pourquoi je vous demande de partager cet entretien s'il vous a semblé clair, en espérant qu'il y ait enfin un véritable débat public autour de la question extrême droite ou non. Je vous rappelle que nous sommes un média indépendant et que si nous pouvons laisser la place à la réflexion dans de longs entretiens avec des chercheurs qui peuvent rentrer dans les détails, c'est grâce à vous, vous qui nous soutenez et nous financez. Donc si ça vous a intéressé, vous pouvez mettre un pouce en l'air, partager cette vidéo autour de vous, faire un don ou vous abonner sur blast-info.fr et moi je vous dis à très
très bientôt.